Donc on doit protéger la peau, les yeux, les voies respiratoires. On a des turbines qui injectent de l'air à l'intérieur de manière à ce qu'on soit nous complètement isolés de l'air extérieur qui peut être contaminé par les poils urticants. La plupart du temps les réactions sont bénignes mais elles peuvent être graves. Donc là on va ouvrir des nids pour prélever des chenilles. On peut voir les chenilles en paquet. Donc on voit que c'est des chenilles qui vivent en colonie. Quand on la voit, elle est très facile à reconnaître puisqu'elle va se balader au sol à la queue leu-leu. Et c'est d'ailleurs un comportement qui attire les enfants, voire les animaux, et qui est aussi un facteur de risque supplémentaire. D'ailleurs, son nom grec, Tometopea pitiokampa, ça veut dire chenille du pin qui provoque l'émerveillement. Le chien ou le chat, par exemple, vont pouvoir venir se demander ce que c'est, ils voient que ça bouge, ils vont venir y toucher, puis après ils vont se lécher. Les enfants, ils peuvent trouver ça marrant, s'amuser à toucher les chenilles. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le risque, c'est le contact direct quand on touche la chenille, mais pas uniquement. Puisque quand la chenille va expulser les poils urticants, ils vont pouvoir s'envoler dans l'air et contaminer l'environnement autour. Et comme ces arbres hôtes ne sont présents pas simplement en forêt, mais ont été extrêmement plantés dans les villes, cet insecte-là est très présent dans les villes. Et au moment des processions, il vient à notre contact très facilement. Donc là, on peut en voir une. Cette chenille et sa consoeur qui, elle, vit sur des chênes, toutes les deux ont été inscrites au Code de la santé publique en avril 2022 pour les problèmes qu'elles posent à l'être humain et aussi aux animaux domestiques. La chenille, elle a deux types de conséquences pour l'être humain. Il y a une réaction toxique locale que tout le monde peut faire. Ça va être comme si n'importe qui touche des orties, vous allez avoir de l'urticaire avec des petits boutons. Après, on peut avoir une réaction beaucoup plus forte, qui est une réaction de type allergique, où là, on peut avoir de l'œdème et on peut aller même jusqu'au choc anaphylactique. Pour les animaux, c'est même presque plus dangereux parce qu'on peut avoir des nécroses des tissus de la bouche, par exemple, chez le chien. Et là, du coup, on peut avoir, par exemple, une perte partielle, voire totale de la langue. On peut avoir de l'œdème avec de l'étouffement. Enfin, on peut avoir des réactions qui peuvent conduire à la mort de l'animal ou à son euthanasie. Donc là, on est à l'INRA Val-de-Loire-Orléans, où on dispose de différentes infrastructures qui nous permettent de travailler sur ces insectes. On a déjà une pépinière avec des pins qui nous permettent de les alimenter quand on a besoin. Et puis on a des laboratoires avec des chambres climatiques qui vont nous permettre de simuler différentes températures. J'ai programmé la chambre climatique sur des températures entre 28 et 18 degrés. Dans les chambres chaudes, elles vont grandir plus vite, donc changer de stade plus vite et arriver plus tôt en période de procession. La processionnaire du pin, elle est originaire du bassin méditerranéen et puis maintenant elle est arrivée jusqu'à la région parisienne, quoi. Alors vous voyez ici l'aire de distribution de la processionnaire du pin. Le moteur numéro 1 de cette expansion vers le nord et en altitude de la processionnaire du pin, c'est véritablement le réchauffement climatique. Les colonies de processionnaires arrivent à mieux survivre durant l'hiver et donc elles arrivent à mieux s'établir sur les nouveaux territoires. Les poils urticants, c'est pas ce qu'on peut voir ici. Ils sont contenus à l'intérieur de ce qu'on appelle des miroirs qui sont sur la partie dorsale de la chenille. Il y en a en fait là par terre. Voilà, on voit plein de poils urticants qui ont été déposés ici. Ça fait des petits harpons avec plein de petites dents qui viennent se ficher dans la peau et quand elles y sont, elles y restent. Et puis quand on se gratte, on va les rompre et on va encore plus libérer la toxine. On peut deviner un peu. Enfin. Donc là, on est au labo pour évaluer la température de congélation des chenilles. Ici, on va regarder comment les chenilles réagissent aux températures. Et ça, on va le regarder de façon expérimentale. Et après, ça nous permet de construire un modèle qui, lui, va nous permettre de comprendre comment la chenille processionnaire, d'une part, réagit au climat. Et puis, d'autre part, ça va nous permettre de simuler son développement dans la nature. Donc là, on travaille sous hotte. Ça permet d'aspirer les poils urticants et comme ça, on évite de contaminer le labo et de se contaminer. Dans ces expériences, il y a des chenilles qui proviennent de lieux où les hivers sont plutôt froids et d'autres lieux où c'est assez doux. Donc ce qui nous intéresse, c'est de voir à quelle température les chenilles congèlent en fonction de leur origine. Donc là, je vais leur mettre des petites sondes de température en fait. On a construit un modèle avec un certain nombre de paramètres, en réalité essentiellement des populations collectées autour d'Orléans. Et du coup, aujourd'hui, il faut qu'on sache si le modèle qu'on a commencé à construire à partir de ces populations-là, il est valide pour l'ensemble de la France. La valeur des températures va être directement envoyée sur un serveur où je vais pouvoir suivre la température en direct. Hop. Bien là, on va aller voir les collègues qui sont en train de taper des lignes de code pour produire le modèle et faire les simulations.
Alors ici, on développe des modèles mathématiques pour décrire la dynamique spatio-temporelle de la processionnaire du pain, c'est-à-dire comment elle va se déplacer dans l'espace et aussi dans le temps. Comme le modèle météo prévoit les averses, nous on prévoit les chenilles processionnaires. Grâce aux expérimentations faites dans notre chambre climatique, on connaît la vitesse de développement en fonction des températures et on modélise tout ça. C'est un calendrier un peu comme on pourrait imaginer un calendrier météorologique. C'est un calendrier qui prévoit du coup les risques d'urtication. Donc c'est un calendrier qui est prédictif. Ça sert à se protéger en fait. Ça sert par exemple à se dire que il y a certains jours, il vaut mieux peut-être éviter de faire une balade en forêt avec un chien. Ce modèle de développement va nous permettre de prédire aussi les moments où il va falloir mettre en place différents moyens de lutte. Le problème en France aujourd'hui sont liés à deux espèces de processionnaires, la processionnaire du pin et la processionnaire du chêne. Les deux ont été inscrites au Code de la santé publique en avril 2022. Toutefois, nous, dans ce laboratoire, c'est surtout sur la processionnaire du pin qu'on travaille. Sur ces deux espèces, en fait, on a des effets sur la santé humaine ou animale qui sont tout à fait similaires. La seule différence, c'est que le risque ne se présente pas à la même période de l'année. Là, j'ai un piège avec la phéromone, l'odeur de la femelle. Et donc les papillons mâles vont être attirés et vont tomber à l'intérieur du piège et du coup ne pourront pas se reproduire. Donc ça va cibler les papillons. On peut avoir ici un écopiège qui, lui, va cibler les chenilles en procession. Au printemps, là, elles vont descendre pour aller s'enterrer dans le sol. Sauf que là, elles vont tomber sur cette barrière et on va leur fournir dans le sac un substrat qui est du terreau, c'est-à-dire qu'on leur met du sol dans l'arbre au lieu qu'elles aillent jusqu'au sol. Et puis après, on a juste à retirer le sac. Les chenilles sont piégées et donc ne participeront pas à la génération suivante. Et puis après, on peut avoir aussi les nichoirs à mésanges qui vont plutôt cibler les larves, les nichoirs à chauve-souris qui vont eux aussi cibler les papillons. Par contre, toutes les méthodes n'ont pas le même impact sur l'environnement. Par exemple, la pulvérisation de bacille de Thuringe, qui est une bactérie, peut toucher toutes les chenilles qui sont en train de se nourrir. Donc cette méthode-là, c'est un peu l'arme de dernier recours qui marche très très bien pour se débarrasser de la processionnaire du pin, mais qui a des incidences sur les autres insectes. Ensuite, on va pouvoir gérer le paysage. Par exemple, ici, on a des pins noirs. C'est l'arbre préféré de la processionnaire du pin, qui a été très planté il y a 30-40 ans. Et le problème, c'est que ce pin noir, on l'a beaucoup planté en ville, et donc on a amené le problème avec cet arbre-là. Aujourd'hui, une des premières mesures évidentes, c'est d'éviter de planter l'arbre qu'elle préfère. Il y a un nid là. On peut avoir de quelques dizaines à quelques centaines de chenilles par nid. Et arrivé à la saison où on est là, avec le 5e stade larvaire, on a à peu près 1 million de poils urticants par chenille. Il y en a encore un autre ici, là. Et à cette saison-là, le nid peut commencer à percer et laisser échapper des poils urticants quand il y a du vent. Quand on a vraiment un grand nombre de nids, là, il vaut mieux éviter de passer sous les arbres. Alors une des premières choses quand on voit des processionnaires du pin, c'est de les laisser tranquilles. C'est de ne pas s'exposer, de se retirer, se mettre un peu plus loin et surtout ne pas aller les embêter parce que là, elles vont commencer à expulser leurs poils urticants. Donc si quelqu'un a été malgré tout exposé, le mieux c'est quand même de prendre un avis médical. Il ne faut pas s'alarmer outre mesure parce que la plupart du temps c'est bénin, mais on ne sait jamais, il y a parfois des réactions graves qui sont rarissimes. Dans le cas d'un animal de compagnie, par exemple un chien qui va commencer à se mettre à baver, etc., il est quand même conseillé de voir un vétérinaire le plus vite possible. Plus on attend, plus le pronostic est délicat.